Salut les Blooders, c'est Marcelf. Pour bien commencer l'année, je vous propose non pas un, mais 4 decks pour Flesh and Blood en Blitz. Vous allez voir que j'ai pas chômé pendant les fêtes de fin d'année. Je vous propose des decks un petit peu particuliers, parce qu'ils sont composés seulement de communes et de rares. L'idée, c'est de proposer des decks abordables financièrement. Quelques euros le deck, les communes et les rares, c'est des cartes très abordables, pour pouvoir découvrir le jeu et faire découvrir, pour les anciens joueurs, faire découvrir le jeu autour d'eux à moindre coût, à moindre frais. Sans les cartes rares, donc à partir de super rares. Au-dessus de rares, vous avez super rare, majestique, légendaire et fable. Donc si vous enlevez ces cartes-là des formats, vous allez retrouver toutes les bases du jeu, tout le gameplay du jeu, mais sans vous ruiner. Et ça permet de tester des héros pour voir si on aime bien le héros avant d'investir dans le deck compétitif. Mais on a des decks vraiment intéressants en se limitant aux communes et aux rares. Alors j'ai pas fait comme certains sur internet qui utilisent le format commoner, donc seulement avec des communes. C'est quelque chose qu'on voit parfois là en ce moment dans les vidéos. Je trouve que c'est un peu trop restrictif d'utiliser que des communes. Ça enlève, pour le moment il n'y a peut-être pas assez de cartes encore dans le jeu. Ça enlève pas mal aux possibilités de stratégie des héros. Et du coup moi je préfère rajouter les rares. Surtout que les rares sont pas si rares que ça. Elles sont, ce serait plutôt l'équivalent des Unco à Magic. Elles sont très abordables, elles valent pas grand chose les rares, et donc c'est pas un souci de les rajouter sans faire monter le prix des decks. Je vous dis, quelques euros le deck. Sur Discord on est pas mal, enfin tous ceux qui ont beaucoup de cartes en rab, on peut reconstituer ces decks à moindre coût, sans souci. Et donc je démarre avec les 4 héros Welcome to Rack, la première boîte, le premier set. Ces héros, ils avaient des starter decks, mais c'était au format classique constructed. Donc ce serait un peu l'équivalent de starter deck pour ces héros-là au format Blitz. Sachant que c'est peut-être encore mieux que des starter decks, que l'équivalent des starter decks qu'on trouve pour les héros de Monarch et de Tales of Aria. Parce que là, on va pas se limiter à une rare, on va mettre toutes les rares qui vont bien quand c'est intéressant. Et du coup, on pourrait dire que ces decks, c'est un peu une proposition de starter deck déjà un peu amélioré pour les anciens héros, pour les premiers héros du jeu. Donc je démarre avec Dorinthea, c'est parti. Donc Dorinthea, c'est le gameplay classique de Dory qui essaie de mettre des marqueurs sur Dawnblade. Je vous renvoie à ma vidéo sur Dorinthea pour ce qui concerne son gameplay. La différence ici, c'est que forcément on a moins d'options pour vraiment booster Dawnblade et lui mettre Go Again. Du coup on se retrouve un petit peu obligé de jouer des cartes d'attaque. Vous voyez qu'on joue 4 cartes d'attaque, 2 snatch et 2 flocs rouges. Le floc est intéressant pour avoir un jeton Quicken qui permettra d'avoir un autre moyen d'avoir du Go Again sur Dawnblade. Et le fait de jouer des cartes d'attaque, on va avoir des synergies intéressantes avec le reste du deck. En fait, donc ici vous avez toutes les non-attack actions qui permettent donc de booster Dawnblade et de lui mettre un Go Again. C'est un peu le principe, c'est un peu la base du deck. Donc vous avez les 6 Warriors Valor, les 6 Driving Blade, 6 Hit and Run, et vous avez aussi, comme dans le deck classique, les 2 Sharpen Steel rouge. L'idée c'est que, ce qui est intéressant, c'est que les Driving Blade et les Hit and Run vont mettre Go Again à Dawnblade de manière inconditionnelle. Vous allez avoir votre Go Again, que vous touchiez ou pas avec votre attaque de Dawnblade, vous aurez Go Again. Du coup, comme on a du Go Again inconditionnel, c'est intéressant derrière, si on n'a pas touché avec Dawnblade, de pouvoir enchaîner avec une
une carte d'attaque qui permet de faire un bon tour, même si on n'a pas réussi à toucher avec sa Dawnblade. Et puis, comme on a un point d'action, enfin, au lieu de faire une carte d'attaque, on peut très bien aussi poser une potion. Dans ce deck-là, dans ce format-là, la potion est très intéressante à poser après un Go Again, si on ne peut pas réattaquer avec Dawnblade. Voilà, sinon c'est du très classique. L'interaction qui est sympa avec les cartes d'attaque, c'est le Razor Reflex. Le Razor Reflex peut, en réaction, booster Dawnblade, puisque c'est une sword, hein, ça peut booster une sword. Donc ça fait un peu le même effet que les Out for Blood et les Stroke of Foresight. C'est pour 1, vous mettez plus 3 à votre arme. Mais il peut aussi booster en réaction les cartes d'attaque et puis leur mettre Go Again si elles touchent. Snatch, Razor Reflex, voilà, c'est une super combo pour piocher et puis avoir Go Again pour continuer votre tour. Donc pour Dorinthea, je crois qu'on a fait le tour. À signaler quand même vous avez trois défenses sur vos équipements, hein, avec le Iron Rod Helm, le Gallantry Gold et puis les Refraction Bolters. Vous n'avez pas de défense sur le Blood Drop Brocade, mais ça vous donne une ressource quand vous touchez avec Dawnblade. Quand vous touchez avec Dawnblade, vous avez rempli la condition pour le détruire et gagner une ressource. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le Blood Drop, c'est de pitcher bleu pour faire un Driving Blade Dawnblade. De toute façon, vous avez besoin que ça touche pour pouvoir réattaquer avec Dawnblade. Donc si ça touche, vous produisez une ressource avec le Blood Drop et vous pouvez réattaquer avec Dawnblade. Donc c'est pour ça que celui-là est intéressant. C'est un peu comme si c'était une tunique en version budget. Et puis évidemment sans la valeur de défense, mais dans ce format là c'est je pense le meilleur chest pour Dori. Donc voilà pour Dori. Je vais enchaîner direct avec Katsu. Donc Katsu, c'est un Katsu aggro assez classique, hein, un peu comme celui que je vous avais présenté dans ma première vidéo Katsu. Vous allez essayer de balancer vos combos. Donc vous avez la première combo, c'est la Wind combo. Alors évidemment, avec seulement des communes et des rares, on peut juste faire les deux premiers, hein, on peut juste faire le Surging et le Whelming derrière. Mais ça reste une bonne combo puisque le Whelming vous fait piocher s'il touche, hein, donc si vous arrivez à faire toucher ça, c'est génial. Et vous enchaînez avec une autre combo. Le Hearten Cross Trap, il vous sert en fait à payer un Surging, hein. Vous connaissez cette combo, ça marche très bien. Si vous n'avez pas de bleu dans votre main, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu dans le deck, il y en a une dizaine je crois, vous pétez ça au début du tour et ça vous paye votre premier Surging Strike. Du coup ça vous permet de jouer le Hearten pour payer le Surging, ça vous permet de jouer avec une carte avec une main même toute rouge. Derrière vous avez les 6 Whelming pour enchaîner. Alors évidemment vous avez la capacité de Katsu pour essayer de chercher le rouge, mais même si vous touchez pas, même si vous pouvez pas activer Katsu, les 6 Whelming sont intéressants à jouer, hein, puisque votre adversaire sera obligé de le défendre, et puis si vous pouvez le surprendre en pétant ça pour le mettre plus 1, en lui mettant un Razor, en lui mettant Lunging Press pour le booster aussi, bah c'est génial parce que ça vous fait piocher. Ensuite vous avez la Leg Combo, donc vous avez les Leg Tables jaune et rouge, voilà, c'est une super carte. Vous enchaînez avec les 6 Rising, c'est pareil, hein, c'est le rouge pour 0, si vous avez joué Leg Tap avant, vous mettez 5 Go Again, donc c'est une super carte pour 5 Go Again pour 0 ressources. Faut pas se priver de cette super combo. Et puis ça c'est une rare, hein, le Blackout Kick, vous pouvez finir la leg combo avec cette carte. Pour 1 vous mettez 7, si c'est Rising que vous avez joué avant. Donc pour 1 mettre 7, super carte contre les decks contrôle. Les decks contrôle vont être bien embêtés pour bloquer les cartes de
la leg combo, hein, c'est la combo qui envoie le plus de dégâts. Et puis alors on est un petit peu obligé de jouer la combo la moins intéressante, la combo qui commence par head jab, la combo de la main. Donc on a les head jab rouges qui sont à 3 go again. On joue les bleus aussi pour avoir une bleue, puis pour aussi pouvoir démarrer la combo si on a envie de faire ça. Hein. C'est intéressant de jouer même les bleus. Open the center, ça coûte 2. Si c'est head jab avant, ça va taper à 6 dominate go again. Donc c'est comme ça a l'air fort, hein. Mais alors en pratique c'est pas toujours évident parce que ça coûte 2 et puis vous allez être obligé de les payer les deux, hein. Vous n'allez pas pouvoir péter le cross trap pour les payer, parce que le cross trap il réduit le coût de la prochaine carte d'attaque. Donc ne pétez pas cross trap pour jouer un head jab, ce serait un peu gâché, ce serait même carrément gâché. Donc le Open Center c'est pas une carte géniale, on est obligé de payer les deux, donc il vous faudra une jaune ou une bleue en main pour payer ça. Mais si ça passe, 6 dominate go again, c'est pas mal. Et derrière, derrière vous avez le Fluster Fist, hein, qui est une rare, qui sera boosté du nombre d'attaques qui ont touché cette combat chain. Donc si vous avez fait des Kodachi, le head jab, le Open Center, vous pouvez faire un gros Fluster Fist derrière, qui peut le rouge tape à 4 pour 0, mais si vous avez touché avec 2 ou 3 cartes, ça peut bien le booster. Donc ça peut être aussi intéressant de finir votre tour avec un gros Fluster Fist. Et puis après vous avez des attaques génériques, vous avez 2 Scar for a Scar. Ça peut être intéressant de vous mettre en dessous des points de vie de votre adversaire pour balancer ça à 4 go again. Et puis ça vous permet d'activer 4 sous si ça touche. Le 4 c'est quand même toujours intéressant comme valeur pour essayer d'empêcher votre adversaire de bien défendre. Et puis évidemment les snatch, hein, c'est une super carte pour ce format, hein. Le snatch Razor, vous avez les Snapdragon pour mettre go again au snatch s'il y a besoin. Vous avez pas mal de possibilités, vous pouvez aussi le booster avec Longing Press éventuellement. On pourrait alors évidemment on pourrait rentrer des Plunder Run rouges. Je suis pas sûr qu'en Blitz, Plunder Run rouge ce soit une carte si intéressante que ça. En Blitz ça va vraiment très vite. Alors le Plunder Run, c'est quand on l'a en main, il est intéressant pour le tour d'après, hein, il est intéressant à Arsenal. Donc moi je préfère jouer des snatch, je préfère jouer des cartes qui sont efficaces tout de suite dès qu'on les a en main, et pas forcément efficaces le tour d'après, parce que si vous attendez un tour en Blitz, souvent ça va être le tour de trop. Mais ça reste peut-être jouable dans ce format de jouer des Plunder Run. C'est quelque chose que vous pouvez essayer. Donc voilà pour Katsu. On enchaîne tout de suite avec Bravo. Donc Bravo, je voulais jamais présenter dans mes vidéos. Je suis pas trop un expert de Bravo. Donc je pense que voilà, il y a des joueurs bien plus experts que moi en Bravo qui pourront venir compléter ce que je raconte dans les commentaires de la vidéo. Bravo, c'est pas un deck aggro, hein, c'est un deck plutôt mid-range, enfin en tout cas cette version. L'idée ça va être de bien défendre et de pouvoir aussi éventuellement retourner le tempo de la partie avec une grosse attaque dominate quand vous le voudrez, ou éventuellement aussi de rester en mode contrôle, hein, et de fatiguer votre adversaire. Donc le principe de Bravo, ça va être de jouer beaucoup de cartes qui pitch bleu et qui coûtent 3 ou plus. Donc vous avez besoin de beaucoup de cartes qui pitch bleu dans Bravo, déjà pour un Autos, pour pouvoir taper à 4 avec un Autos, éventuellement à 6 si vous avez deux cartes si vous avez deux cartes dans votre zone de pitch qui ont un coût de 3 ou plus, un Autos va être boosté à 6.
Donc alors ça peut être intéressant de taper à 4 juste avec une bleue. Hein. Si vous avez défendu avec 3 cartes, il vous reste une bleue, bah vous mettez un coup de marteau. Et puis c'est comme ça que vous pouvez fatiguer à terme votre adversaire, hein, en lui mettant plein de coups de marteau sans dépenser de cartes de votre deck. Souvent ça peut être intéressant, si vraiment vous voulez taper à 6 avec un autos, en fonction de la situation, ça peut être intéressant de taper à 6, et bien gardez 2 bleus en main. Comme ça vous activez Bravo, vous pouvez utiliser une bleue pour activer Bravo, et puis la deuxième, vous repitchez pour attaquer avec un autos, et du coup un autos sera à 6. Alors c'est pas forcément le meilleur truc à faire, hein, mais parce que là quand vous activez la capacité de Bravo, puis que vous tapez avec un autos, ça lui donne pas Dominate, hein, ça donne Dominate seulement aux cartes d'action qui coûtent 3 ou plus. Mais ça peut être un moyen pour faire passer un autos de 4 à 6 s'il vous reste 2 bleus en main. Ensuite, pourquoi il faut plein de bleus dans Bravo, c'est pour payer les grosses attaques de Bravo. Si vous voulez mettre un coup de Disable par exemple, Disable ça va être sans doute la meilleure attaque de Bravo, accessible à Bravo dans ce format là, c'est pour ça qu'on joue les 6. Donc ça coûte 5, donc il va vous falloir au minimum une bleue et puis une jaune. Et si vous voulez mettre Dominate à Disable en activant la capacité de Bravo, ça va vous coûter 2 de plus, donc ça va vous coûter 7. Et si vous voulez rajouter un Pummel sur Disable, ça va vous coûter 9, donc ça va vous coûter 3 bleus. Donc le plus gros coup que peut faire ce deck, c'est de faire un Disable rouge auquel on va coller Dominate avec Bravo, et auquel on va rajouter un Pummel. Donc ça coûte 9, donc il vous faut 3 bleus, plus Disable et Pummel, donc dans l'arsenal ou dans votre main. Et donc ça va mettre 9 plus 4 du Pummel, ça va mettre 13 Dominate. Si ça touche, ça va faire défausser une carte à votre adversaire avec l'effet du Pummel. Et si ça met plus de 4 dégâts, ça va mettre son arsenal sous son deck. Disable, c'est un peu le Command & Conquer du pauvre. Mais ça peut être très fort de mettre, de lui virer son arsenal, un peu comme l'effet de Command & Conquer, en faisant cet enchaînement-là. Mais alors pour faire ça, ça veut dire qu'il faut que vous gardiez toute votre main. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre en place ce coup-là, ça veut dire qu'il faut que vous gardiez toute votre main, ça veut dire que vous allez encaisser le tour de votre adversaire, et ça veut dire il va falloir que vous restiez très haut en PV toute la partie si vous voulez garder la possibilité de faire ça. Donc pour rester haut en PV et puis pour gagner des PV, on a les Sigil of Solace, hein, les deux évidemment, et puis on a les Blessing of Deliverance. Ça c'est l'autre carte qui fait qu'on a besoin de cartes qui coûtent 3 ou plus, parce que le Blessing, c'est un aura, donc vous allez le mettre en jeu, il va rester en jeu, et au début de votre prochaine action phase, vous allez le péter, vous allez révéler des cartes de votre deck, vous allez révéler des cartes de votre top deck, et si ce sont des cartes qui coûtent 3 ou plus, vous allez regagner un PV. Donc le rouge, vous révélez 3 cartes et vous gagnez 1 PV par carte révélée qui coûte 3 ou plus. Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne densité de cartes qui coûtent 3 ou plus dans le deck. Donc évidemment les Blessings coûtent 2, donc ils sont pas efficaces pour regagner des PV avec leur effet. Mais vous avez donc les cartes qui coûtent 3 ou plus, vous avez tout le deck, sauf les Blessings, les Pummel, les Sigils et les Staunch Response, qui coûtent que 2. Sinon, toutes les cartes coûtent 3 ou plus, donc ça marche pour booster un autos, et ça marche pour regagner des PV avec les Blessings. Les Staunch Response, donc c'est une des défenses réactions du deck, hein, avec les Unmovable. Les Unmovable sont géniaux parce qu'ils coûtent 3. Le Staunch Response coûte 2, mais c'est quand même une carte intéressante, hein.
Contre Dory, c'est très intéressant de mettre ça dans l'arsenal pour pouvoir défendre sans activer les effets reprises. Donc pour 2, ça défend à 5. Et vous pouvez payer 4 ressources de plus pour monter à 8. Donc pour 2 bleus, hein, pour 6, vous pouvez aussi défendre à 8 avec le Staunch Response. Donc c'est même si ça coûte 2, c'est quand même une super carte pour le deck. Donc toutes les cartes qui sont là sont des cartes qui pitch bleu et qui coûtent 3 ou plus. Ce sont toutes des attaques, enfin toutes celles-là sont des attaques. Elles sont pas forcément intéressantes à jouer pour leur attaque, hein. C'est des cartes avec lesquelles vous allez plutôt défendre ou que vous allez pitcher pour taper avec Anotos. C'est souvent plus intéressant de taper avec Anotos que de faire un Crush Confidence à 5, hein. C'est pas forcément l'idéal. Et puis alors ça, ce sont des non-attaques, hein, comme les Blessings. Vous avez Embolden et Towering Titan. Donc c'est des non-attaques que vous pouvez éventuellement jouer pour leur effet. Mais c'est pareil, hein, la plupart du temps, ça va être des cartes qui défendent à 3, qui vont être pitchées pour taper avec Anotos ou pour faire un gros disable. Le Embolden, il fait quand même une combo intéressante avec Blessing, puisque vous posez un Blessing en pitchant à 3, il vous reste une ressource. Vous repitchez à 3, ça paye le 4 de Embolden. Et comme quand Embolden rentre en jeu, si vous avez déjà un aura en jeu, ben vous repiochez une carte, donc ça va vous faire piocher Embolden pour poursuivre votre tour, puis éventuellement finir par un coup de marteau. Et puis le Embolden, il met plus 3 à votre prochaine carte d'attaque, à votre carte d'attaque quand il se pète, hein, donc le tour d'après, il met plus 3 à une carte d'attaque, donc il fait une super combo avec Thump, puisque Thump, ça coûte 4, ça tape à 6, et s'il est boosté, si sa valeur d'attaque est boostée, il gagne Dominate, et si ça touche, votre adversaire défausse une carte. Donc Embolden et Thump font une bonne combo. C'est pour ça qu'on joue les Thump rouges. C'est la seule attaque qu'on joue en rouge, hein, en plus de Disable. Et alors surtout, Thump fait une super combo avec Goliath. C'est pour ça qu'on joue le Goliath, hein, dans ce deck. C'est plutôt un deck mid-range pour ça. Sinon on mettrait encore de la défense là, mais on pète le Goliath et du coup ça booste Thump de 2. Donc du coup pour 4, vous tapez à 8 Dominate, si ça touche, votre adversaire défausse. Et surtout, alors pour 4, ce qui est intéressant, c'est que vous pitchez 2 bleus, il vous reste 2 ressources flottantes, et donc vous jouez un pummel, ou vous faites croire que vous avez un pummel. Ce qui est intéressant dans Bravo, c'est souvent de faire croire qu'on a un pummel. Si votre adversaire respecte votre pummel, bah, il sera obligé de surbloquer, sinon il risque de se prendre encore plus 4 du pummel et puis encore une carte à défausser. Donc pour 2 bleus, vous faites Thump pummel. Si ça touche, hein, votre adversaire défaussera 2 cartes de sa main. Donc les decks aggro, ils vont pas aimer ça, hein, de défausser des cartes de leur main. Et puis alors vous avez 3 défenses avec vos équipements, hein, le Iron Rod Legs, Iron Rod Plate, et puis le helm. Le helm à Battleworn 1, et puis en action pour 1, vous pouvez le péter, et votre héros gagne plus 1 d'intelligence. C'est pas une action qu'on active souvent, parce qu'elle n'a pas Go Again, donc elle met fin à un autre tour. Mais éventuellement, si vous reste... si pendant votre tour, il vous reste qu'une rouge en main, bah, ça peut être intéressant de la pitcher pour repiocher 5 cartes, plutôt que de la mettre dans l'arsenal, ou de la garder. Donc le helm, une fois que vous avez défendu avec, vous pouvez quand même utiliser son action, ça peut être parfois intéressant. Donc voilà pour Bravo. C'est un deck qui est pas facile à jouer, hein, qui est moins facile d'accès que les decks aggro, mais qui est très intéressant pour essayer de bien défendre et puis de faire durer la partie, hein. L'objectif de Bravo, ça va être de faire durer la partie le plus possible et d'essayer pourquoi pas de fatiguer votre adversaire, ou de renverser la tendance avec une grosse attaque qui vous donnera l'avantage. Et donc je finis par Rhinar. Donc Rhinar, c'est
C'est une version plutôt contrôle aussi que je vous présente ici. Plutôt contrôle et avec une composante combo avec les barraging beatdown qu'on va voir. Mais l'idée de Rinard, ça va être aussi, encore plus que Bravo, ça va être d'aller à la fatigue. Alors, voire de finir sur un gros tour avec les barraging comme on va le voir. Mais Rinard, il va être surtout là pour bien se défendre. Pas forcément, voilà, il va complètement lâcher le tempo à l'adversaire, mais il va essayer de le contrôler. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est intéressant comme gameplay, plutôt que de vouloir toujours foncer tout droit. Je trouve le deck super sympa, super intéressant à jouer. Donc le principe, c'est vous allez souvent taper avec votre arme, et donc pour ça, il vous faut pas mal de cartes qui pitchent jaune, hein, puisque le Romping Club, il coûte 2 et il tape à 4. Ou à 6 si vous avez défaussé une carte qui coûte 6 ou plus. Pardon, à 5, il est boosté de 1 si vous avez défaussé une carte qui coûte 6 ou plus. Mais comme vous allez beaucoup vous défendre, vous n'allez pas forcément beaucoup défausser de cartes qui tapent à 6 ou plus, hein. Vous n'allez pas forcément avoir l'intimidate de Rinard. Vous allez surtout avoir beaucoup de cartes qui défendent à 3. Toutes les cartes du deck là, qui sont là, à part les défenses réactions et les sigils, défendent à 3. Donc l'idée, ça va être de bien se défendre, de rester haut en PV, et d'attendre le bon moment pour cumuler un bon paquet de barraging mid-down, et mettre un coup de club ou éventuellement une carte d'attaque. Les barraging, donc ça, c'est la carte clé de Rinard, hein. C'est pour ça que sans rare, le deck Rinard, il serait pas très intéressant, je pense. Pour 0, votre prochaine attaque brute, donc ça marche aussi avec le club, hein, elle gagne plus 4 tant qu'elle n'est pas défendue par 2 cartes non équipement. Et ça intimide. Donc l'idée, ça va être si vous pouvez, par exemple, si vous pouvez cumuler 3 barraging pendant un tour, si vous pouvez jouer 3 barraging, vous allez virer 3 cartes de la main de votre adversaire, et du coup, il pourra sûrement ne pas se défendre avec deux non-équipement de cartes, 2 cartes non-équipement, et donc vous allez avoir tous les bonus du barraging. S'il se défend qu'avec une carte, tous les boosts des barraging vont compter. Donc si vous faites je sais pas moi, 2 barraging rouges, ça fait plus 8. Si vous faites un jaune, ça fait plus 11. Si vous gardez un pitch jaune pour attaquer au club, ça va faire une attaque à 15. Et votre adversaire, il lui restera plus qu'une carte dans sa main pour se défendre. Donc là, vous allez faire des gros trous si vous arrivez à accumuler au moins 3 barraging plus une attaque de club. C'est un peu ça l'idée de ce deck. Donc pour cumuler les barraging, ce qui va être intéressant, ça va être de les alors soit de les accumuler dans votre main et dans votre arsenal, mais c'est peut-être pas le plus intéressant parce que ça va vous bouffer des cartes que vous ne pourrez pas utiliser à chaque tour. Donc peut-être que le plus intéressant pour piloter ce deck, ça va être de pitcher les barraging en début de partie et d'essayer de les mettre ensemble sous votre deck. Comme ça, en fin de partie, quand vous allez repiocher, vous allez vous refaire une main avec plein de barraging, et c'est là que vous allez pouvoir mettre votre énorme coup de club que votre adversaire ne pourra pas défendre. Donc c'est pour ça que le deck est surtout là pour bien jouer contrôle, bien se défendre avec les défenses réactions, hein. Vous avez les unmovable jaunes et bleus, vous avez les Fate Forcing rouges, les Sign Below rouges, et les sigils pour regagner des points de vie. Donc c'est ça qui vous permet, et toutes les cartes qui défendent à 3, c'est ça qui vous permet de bien défendre pour préparer votre énorme coup de barraging.
Alors l'énorme coup de barraging, c'est surtout intéressant contre Bravo, hein. C'est contre un autre deck contrôle. C'est comme ça que vous allez le battre, en lui mettant le coup fatal. Contre un deck aggro, bah après c'est à vous de voir comment vous gérez le tempo face à un deck aggro. Si vous voulez pas trop souffrir contre aggro, ça peut être intéressant de jouer des barraging assez tôt dans la partie pour essayer de l'obliger à se défendre. Hein, contre un deck aggro, c'est peut-être pas toujours évident d'attendre le late game, parce que les decks aggro, ils ont quand même de la ressource, hein. Même à ce format-là, Katsu et Dori ont de quoi vous embêter. Donc essayez de bien vous défendre, et pourquoi pas d'inverser le tempo en jouant des barraging. Vous avez d'autres non-attaques, hein. Vous avez les Primeval Bellow et Awakening Bellow, qui peuvent aussi être intéressantes pour booster vos attaques. Les Primeval Bellow, par exemple, en coup additionnel, ça coûte 0. En coup additionnel, vous défaussez une carte. Donc jouez ça quand vous avez que des attaques à 6. Ça, c'est toutes les attaques à 6 ou plus. Quand vous avez que des attaques à 6 ou plus dans votre main, bah, jouez le Primeval Bellow. Comme ça, vous défaussez une carte qui coûte 6, ça fait un Intimidate. Ça booste votre prochaine attaque brute de plus 4, hein, le jaune. Donc ça peut être intéressant aussi de combiner des Primeval avec les barraging pour faire de l'intimidate et faire du boost à votre attaque ou à votre arme. Awakening Bellow, il est plus là pour le pitch bleu, la défense à 3. Sinon, il coûte 1, il a Intimidate, donc c'est quand même intéressant pour même de payer 1 pour faire un Intimidate si vous voulez en cumuler quelques-uns sur votre tour. Et puis, il booste votre prochaine carte d'attaque de plus 1. Donc ça, c'est quand même moins intéressant comme effet, parce que dans ce deck, on va beaucoup attaquer au club. Mais si vous arrivez à jouer une carte d'attaque, une carte d'attaque brute, hein, ça marche pas avec les Raging Onslaught, vous pouvez quand même lui mettre plus 1. Et puis les cartes d'attaque, c'est intéressant de jouer des cartes d'attaque qui pitchent jaune, au moins jaune, pour pouvoir, quand il nous en reste une en main, pour pouvoir la pitcher pour taper au club. C'est pour ça qu'on joue pas beaucoup de cartes d'attaque qui pitchent rouge. On a quand même 2 Pack Hunt qui coûtent 2, qui tapent à 6 et qui ont Intimidate, qui sont intéressants à jouer, mais qui pourront pas être pitchés pour le club, quoi. Donc c'est ça qui est un peu gênant avec les cartes qui pitchent rouge. Et puis en équipement, vous avez 3 Ironhide. Ça va être intéressant d'avoir une rouge en main pendant le tour de votre adversaire et de pitcher à 3 pour défendre à 6 sans défendre de votre main. Donc ça vous fait une sorte de movable avec les 3 Ironhide. Et vous avez le Barkbone Strapping qui a Battle Worn 1. Et puis en instant, vous le pétez, vous lancez un dé et vous gagnez de 0 à 3 ressources en fonction du résultat du dé, hein. Si vous faites 1, vous gagnez 0 ressources, c'est un peu dommage. Mais ça peut vous apporter un bonus pendant le tour de votre adversaire pour payer un unmovable, pendant votre tour pour payer le ramping, ou pour payer une carte d'attaque à la place du ramping. Ça peut vous apporter un petit bonus, même si c'est aléatoire, de lancer le dé pour gagner des ressources. Ou même ça peut vous payer la ressource pour défendre avec un équipement Ironhide. Donc c'est de l'aléatoire, c'est un peu du gamble, mais souvent faut le jouer comme un bonus et lancer le dé en connaissance de cause, hein. Soit ça vous apporte un bonus, soit ça vous apporte rien, mais au moins il faut essayer de prévoir le fait que ça vous apporte rien et de pouvoir jouer même si vous n'avez pas gagné de ressources avec ça. Mais en tout cas, le deck Rhinar contrôle et puis combo avec les barraging. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand vous avez pitché vos barraging qui sont sous votre deck, c'est très intéressant de faire l'effet de Sing Below et l'effet de Fate Forcing, parce que ça vous fait recycler plus vite des cartes de votre deck, et ça vous fait
plus vite atteindre, repiocher vos barraging, plus vite atteindre la position de votre deck où vous avez stacké vos barraging. Donc c'est pour ça que l'effet des Fate Forcing et des Think Below est aussi très intéressant dans ce deck. Donc un deck aussi très intéressant à jouer, plutôt orienté fatigue ou combo avec les barraging. Mais dans les tests que j'ai fait, c'est très équilibré avec les decks aggro, ça fait des parties très intéressantes avec les decks aggro. Donc voilà, tester aussi ces archétypes qui sont moins aggro et qui sont toujours très intéressants même à ce format-là. Bonne partie à tous, ciao!